Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sort de ses formats habituels pour une belle émission spéciale comme on les affectionne, puisqu'on va profiter de cette période automnale et du prétexte tout à fait valide de la ressortie au cinéma d'Halloween pour accompagner la sortie en salle de sa suite, à laquelle nous avons d'ailleurs consacré un épisode tout récemment. On va profiter, disais-je, de tout ça pour passer une petite heure ou presque à digresser sur un de nos héros, sa seigneurie Big John Carpenter, son impact, sa place aujourd'hui dans le cinéma et la cinéphilie. On va faire le tour de toutes ces thématiques avec un quatuor qui ne craint ni les tueurs psychopathes ni les extraterrestres qui nous gouvernent et encore moins les gangs de rue de Chinatown. Alexandre Herveau, salut Alex. Salut Thomas. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Quetson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné spécial Big John Carpenter et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Et je précise qu'outre la ressortie donc d'Halloween en salle, il y a d'autres actualités pour notre ami Big John, puisque The Fog ressort également au cinéma dans une version restaurée. Il sera suivi par d'autres classiques de Carpenter, dont Prince des Ténèbres fin novembre, New York 97 en décembre, Invasion Los Angeles en janvier, qui seront par la suite tous dispo dans de belles éditions Blu-ray, ce qui est déjà le cas pour Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, dont on avait causé au moment de sa ressortie, qui est désormais dispo en Blu-ray chez l'Atelier d'Images, sans oublier la BO du nouvel Halloween signé par Carpenter, qui est dispo chez Sacred Bone Records depuis quelques jours. Voilà pour l'actu, maintenant le gros morceau. Quel regard on porte sur Carpenter en 2018, célébré, copié, accepté bien trop tardivement comme un des grands cinéastes du XXe siècle. Est-ce que c'est votre sentiment autour de cette table? Stéphane, tiens, je m'adresse directement à toi, tu es en face de moi, ça tombe sur toi. Ouais, je vais prendre une bière, j'arrive de... Reviens après. C'est difficile de voir ça autrement, parce que déjà lui le voit comme ça, en premier lieu. C'est quand même un type qui a bossé... John Carpenter, c'est quand même un type qui a bossé fondamentalement, moi si j'enlève Dark Star et éventuellement The Ward, qu'il a fait 10 ans après Ghost of Mars, c'est un type qui a bossé de manière très très solide pendant 25 ans, sans jamais s'arrêter en fait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la plupart des films qu'il a fait, y compris quand c'était des remakes ou de films qui existaient précédemment comme The Thing ou Le Village des Damnés. C'est des films en fait qui sont restés dans l'esprit des gens. Et pourtant, c'est des films qui n'ont pas du tout, pour la plupart, marché à l'époque où ils sont sortis. Halloween, ça a été un très gros carton, on en avait parlé dans l'émission. New York 97, ça a été un carton, même si c'était beaucoup plus modeste. Oui, mais voilà, ça reste une production indépendante de série B, ce qu'il a plus ou moins toujours fait dans sa carrière, même s'il a fait des films de major après. Et le truc, c'est que tous ces films-là, en fait, ils existent parce que les gens les reprennent, les remake, et arrivent littéralement à les dévitaliser totalement de ce qui faisait le sel en fait et la qualité de ces films-là. Et c'est des remakes qui existent aussi de manière un peu étrange, parce que en fait, en gros, c'est des films. Là, par exemple, tu as parlé de Jack Burton. Ils sont censés faire une espèce de suite reboot, je sais pas quoi, de Jack Burton avec The Rock. Ce qui est complètement absurde, parce que ça a été un bide énorme en fait quand c'est sorti en 86-87 quoi. Et voilà. Et ça, pour moi, ça représente Carpenter in a nutshell, comme on dit quoi. Oui. Dans une coquille. Ouais, voilà. En résumé, voilà. Mais j'aimais l'image, voilà. Mais le truc, c'est que, et voilà, Carpenter, c'est même pas un type, je pense, qui était trop en avance, ou quoi que ce soit. C'est un type qui va littéralement à contre-courant de ce qui se fait. Tout simplement parce que c'est un des cinéastes qui a le plus pour moi de personnalité, qui l'imprime. C'est-à-dire qu'on peut discuter des différences de qualité, en fait, on va dire, de, je sais pas moi, Assaut et Ghost of Mars, si on veut. Mais fondamentalement, c'est le même film. Et le truc, c'est que, peut-être pas artistiquement parlant, peut-être qu'en fait, on peut discuter, moi, je ne vois pas la différence, fondamentalement. Il n'y a que 25 ans qui séparent les films. Éventuellement, un ou deux acteurs meilleurs dans un coin que dans l'autre, quoi. Mais le truc, c'est que c'est la même personnalité, le même état d'esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas changé d'un iota sa manière de fonctionner, y compris quand il faisait des films de studio, y compris quand il faisait des films indépendants. Et c'est un type qui s'est posé énormément de questions sur le... Ça va, tu étais en train de... Les bruitages sont d'Alex Herveau. Un petit bruitage. Effectivement, aller se chercher une bière. C'est de l'eau en plus, c'est ça le pire. Je vous jure, c'est de l'eau. Et c'est, enfin, en gros, si tu veux, avant que je me fasse couper, parce que là, je vais perdre mon fil, mais c'est un type qui imprime en fait sa personnalité à contre-courant, sa personnalité extrêmement individualiste. Je pense que c'est un type qui a un gros problème avec la société. Il a un côté sociopathe en fait qu'il met en avant. Snake Plissken, c'est
tout aussi lui que Kurt Russell en fait dans le film. Et je pense que c'est tout simplement quand tu fais ça, quand tu sors les films au moment où ça sort, la plupart des gens ont un rejet parce que ça va contre l'air du temps, ça va contre ce qui se fait. C'est y compris imprimé dans sa mise en scène, c'est-à-dire que c'est un type qui a un fonctionnement extrêmement minimaliste, extrêmement classique dans sa mise en scène. C'est quelqu'un qui va raconter des séquences de trouille en fait en plan séquence, et quand je dis en plan séquence, c'est pas à la De Palma où d'un seul coup il va faire une caméra virevoltante, c'est vraiment en fait alors comment je peux raconter la chose avec mon cadre. C'est pour ça que pour moi Carpenter c'est du scope. Genre point barre quoi, c'est-à-dire que c'est ce format-là qu'il utilise vraiment, qui fait ressortir. C'est un type qui utilise les courtes focales dans des lieux exigus en fait pour faire vraiment utiliser pleinement tout le potentiel en fait de son décor. Il fait des films très riches pour très peu d'argent finalement en fait, voilà. Et toujours avec cette espèce de méthode de tourner rapidement, d'aller à l'essentiel, voilà. Donc toute sa personnalité, le côté un peu no bullshit du mec, le côté un peu à contre-courant, tout ça, je pense que c'est ce qui fait que en premier lieu c'est un type qui au mieux a été ignoré en fait quand il a fait certains de ses plus grands films, ses plus grands chefs-d'œuvre comme The Thing. Au mieux, enfin là ça n'a pas été ignoré, il a été carrément taxé de pornographie, détesté, etc. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre en fait. Et là aujourd'hui en fait on se rend compte que quand tu sors en fait de l'ère du temps, en fait c'est des films qui restent en fait, c'est des films qui sont là et sur lesquels en fait il y a un vrai public qui le découvre et qui le redécouvre en vidéo, qui veut qui est très très vocal en fait sur son appréciation du film. Moi je l'ai vu là récemment, il a fait un concert, c'était incroyable en fait de voir remplir une salle entière. Enfin, moi je suis allé voir Los Angeles 2013, il y avait 3 personnes dans la salle, quoi. Oui. Et là, d'un seul coup, tu vois des fans, tu vois, de Carpenter, tous réunir, remplir la salle, battre en rythme en fait sur la musique du mec, parce que ça, c'est aussi un autre truc. C'était le nombre total de spectateurs de Los Angeles 2013 à sa sortie. Mais c'était tous même pas dans une salle. Ouais, mais alors ça, ils étaient tous dispo le même soir, tu vois. Enfin, c'est ça le truc qui est assez dingue, c'est que je pense que c'est un type, en fait, c'est un réalisateur culte, on va dire entre guillemets, mais c'est un type dont la valeur en fait sort, soit t'as les yeux ouverts en fait quand tu regardes comme dans des livres, quoi, tu vois, quand tu regardes ces films au moment où tu es en train de les regarder, et t'apprécies ce genre de truc. Moi je sais que c'est très important d'avoir des mecs qui ont cette personnalité là au cinéma, et c'est ce qui manque énormément aujourd'hui aussi, c'est ça le truc. Une vraie personnalité de maverick, quoi, tu vois, et en même temps en fait c'est exactement tout ce que les gens qui essayent de faire, et y compris la suite d'Halloween, n'arrivent pas à comprendre en fait. Eux là, au moins l'avantage c'est qu'ils sont vraiment allés chercher Carpenter pour faire la zik, et c'est ce qu'il y a de mieux dans le film pour moi, je la trouve excellente, mais c'est pareil, tu vois, il y a plein de films d'horreur qui essayent de faire une zik minimaliste à la Carpenter, mais il n'y a qu'un seul Carpenter, de la même manière que quand tout le monde te dit ouais alors lui c'est le nouveau Kubrick, non, c'est pas le nouveau Kubrick, mec, il y a un Kubrick, basta, il y a un Carpenter, basta. Et c'est ça pour moi la grosse valeur du mec, et c'est ça que les gens n'arrivent pas quand ils essayent de faire des remakes, des suites, des bidules, des préquels, des machins, en fait ils se plantent complètement parce que tout simplement c'est pas lui qui les fait, quoi. Perrine. Oui, non, ce qui est intéressant chez Carpenter, c'est aussi pourquoi il est toujours valide à notre époque. Parce que, encore une fois, c'était pas un réalisateur qui était tellement à succès dans les années 70-80, comme l'a aussi spécifié Stéphane. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait partie vraiment d'une bande de cinéma. Il n'a jamais eu les honneurs d'un Spielberg ou les honneurs d'un Lucas ou d'un De Palma, que sais-je. Et pourtant, il est maintenant une référence clairement de la jeune génération, d'une jeune génération qui arrive au cinéma. Et cette influence, elle se voit elle est prise dans, par exemple, cette capacité, encore une fois, que disait Stéphane, de faire des plans comme ça, très très larges au scope, très très lents, où on va bien étudier la géographie du lieu, qui va infuser dès le départ une ambiance très très malaisante, très très malsaine dès le début du film. On sait que ça va dégénérer à un moment donné dans ce lieu, puisque, encore une fois, souvent la narration est très limitée en termes de lieu, d'endroit. Ça se passe qu'à un seul endroit. Il y a The Thing, on est dans cette station, dans Assaut, on est dans ce precinct, Big Trouble in Little China, la majeure partie du film se passe quand même dans un immeuble. On va rester dans des endroits assez confinés où toute la narration va se dérouler là-dedans.
Et il y a clairement il y a aussi cette histoire de paranoïa qui est là, ultra présente dans beaucoup de ces films, qui rebondit comme ça dans ces murs où les gens sont enfermés, dans ces lieux où les gens sont enfermés, jusqu'à venir sauter sur le spectateur à un moment donné, qui lui-même va sentir cette paranoïa, qui va devenir paranoïaque totalement. Tout peut arriver de partout. Donc on commence à flipper, on flippe des autres, on flippe du comportement des autres. Et c'est une manière aussi, encore une fois, de rappeler l'espèce de misanthropie de Carpenter. Voilà, le danger vient toujours en partie des autres, les autres sont toujours potentiellement un danger. Et donc il y a plein de jeunes cinéastes, j'en avais noté quelques-uns qui clairement et esthétiquement ou dans leur thématique, ou des films comme ça qu'on retrouve dans cette jeune génération. Je pense évidemment à David Robert Mitchell dans It Follows, qui clairement reprend du Carpenter et dans la musique et dans la manière de filmer ce quartier tranquille de banlieue où va surgir une menace, et on va pour le coup on va pas trop se confiner dans le lieu, on va plutôt se balader, mais la menace est permanente, devient paranoïaque, chaque personne peut devenir la chose qui nous suit, donc ça devient flippant. Pareil, il y a Jérémy Saulnier dans Green Room, et même déjà dans Blue Ruin, mais dans Green Room particulièrement, où il y a ces groupes de punk qui vont devoir se cacher des skinheads qui veulent les attaquer, et donc ça va jouer dans... Ils sont enfermés, on va jouer dans le lieu, tout le monde devient très très flippant. Je pense à un réalisateur comme Ty West, qui n'a quasiment jamais rien fait d'autre de bien, mais The House of the Devil, pareil, on est carrément dans un rip-off d'Halloween en termes de manière de filmer. Déjà le film, honnêtement, la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas que c'était un film contemporain, je ne savais pas que c'était un film de 2009. Clairement le film reprend et le grain et le style d'image d'un Carpenter d'Halloween, en fait. Donc on est vraiment là-dedans, et l'idée, il y a des films comme ça, surtout du côté britannique, c'est assez marrant, c'est plutôt les British qui ont cette même type de narration, souvent pour des questions budgétaires, régulièrement aussi, et d'ailleurs lui c'était aussi pas mal pour des questions budgétaires, sa musique c'était des questions budgétaires. Oui. Donc il y a aussi cette réflexion d'économie de moyens pour l'efficacité, au mieux, c'est-à-dire la contrainte provoque l'imagination et provoque la créativité, qui est réutilisé notamment dans un cinéma britannique. Et je pense à des films comme Attack the Block, évidemment, je suis en train de chercher le nom du réalisateur. Joe Cornish. Merci, Joe Cornish, voilà, de Attack the Block de Joe Cornish, 71 de Yann Demange, ou encore Tower Block, qui est sorti, tous ces films-là qui sont à peu près d'une période à peu près similaire, britannique, où on est dans cette idée d'enfermement qui est clairement des descendants, ils sont inspirés, on sent qu'ils ont vu jeunes Carpenter, que pour eux c'est une référence, que clairement, et c'est des films à succès, c'est des films qui sont réussis en soi. Pareil, la portée politique, cynique totalement de Carpenter, on la retrouve dans des films de James DeMonaco, James DeMonaco, le mec qui fait Marc DeMarco, c'est pour ça que je fais un petit mélange. James DeMonaco qui fait les films American, The Purge là. American Nightmare, merci. Ouais, mais bon, là, il va vraiment pas aussi loin. Non, il va pas aussi loin, mais il a cette démarche-là. Et après, il faut remettre dans le contexte, on est dans notre époque, etc. Et les mecs essayent pas de refaire exactement la même chose, mais ils sont clairement influencés. Il y a une influence, ils se placent dans une forme de descendance par rapport à James n'importe quoi, j'étais restée sur James DeMonaco, à John Carpenter. Donc c'est ça qui est assez hallucinant, parce qu'on a toujours tendance à citer d'autres cinéastes en termes d'influence, mais même quelqu'un comme Tarantino se revendique d'une paternité de John Carpenter, quand il explique que The Hateful Eight est complètement inspiré par The Thing, que c'est le seul film qu'il a montré à son équipe avant le tournage, d'ailleurs même à Kurt Russell, ce qui était un petit peu marrant en soi, il a réutilisé et qu'il était tout content. Il a réutilisé le score de Morricone, et c'est un film de contamination en fait, oui, c'est un film de contamination masqué dans un western, quoi. Et c'est un film en scope, même en plus large que le scope, dans un lieu clos. Et donc on est pareil dans cette idée de paranoïa, que tout le monde va se monter les uns contre les autres. Donc on est vraiment là-dedans. Et même déjà dans Reservoir Dogs, il y avait du The Thing. On est enfermé, on est quasiment dans une unité de lieu. Donc en fait, il faut clairement, Carpenter, même si ça n'a pas été toujours évident pour le grand public, ça n'a pas été toujours évident non plus pour les critiques, ils l'ont défoncé à plein de moments de sa carrière. The Thing, tout ça ont été absolument massacrés. Clairement, c'est quelqu'un qui a su trouver une place dans la tête des jeunes cinéphiles et des ceux qui sont devenus cinéastes maintenant, et donc par cet héritage notamment il gagne encore plus cette place de très grands cinéastes du XXe siècle, évidemment. David ?
En fait, il y a quelque chose qui est intéressant quand on regarde le parcours et l'approche du cinéma qu'a Carpenter, c'est qu'effectivement, je rejoins totalement ce que disait Stéphane sur le fait que c'est quelqu'un qui allait à contre-courant et qui, en gros, beaucoup pour des raisons pragmatiques et économiques avait besoin en fait de pirater le système entre guillemets, c'est-à-dire de trouver les moyens. C'est ça qui préside complètement à la conception de Asso, c'est de faire un film extrêmement impressionnant avec peu de moyens. Et donc comment on conçoit ça et comment on fait en sorte de créer une menace très oppressante sans avoir quasiment jamais à la montrer vraiment. Et du coup, de créer un équilibre qui visuellement et surtout émotionnellement est hyper efficace pendant tout le film avec très peu de choses. Et en fait... quand on met ça un petit peu en perspective, on peut aussi se dire que si il a eu la faculté de faire ça, c'est aussi parce que mine de rien, il a une connaissance précise en fait des classiques. C'est-à-dire que Carpenter, il est d'une génération qui commence à être la deuxième génération, c'est-à-dire ou deuxième ou troisième génération, ça dépend où on commence, mais de cinéastes qui ont grandi en voyant des films et qui ont été influencés par ces films et donc qui ont une connaissance de quelles sont les règles du cinéma, quel est le cinéma classique, etc. Et le truc, c'est quand on regarde aujourd'hui Carpenter qui avec tous les exemples qu'a donné Perrine, est devenu un cinéaste classique. C'est-à-dire qu'il a tellement imprégné après, c'est réutilisé en bien ou en mal, mais il est un incontournable. Il a réalisé au moins 5-6 chefs-d'œuvre absolus qui sont des références dans telle typologie de film pour tout le monde au moment où on va les aborder aujourd'hui. Et en fait... il y a des films comme Rio Bravo de Howard Hawks ou Le Voyeur de Michael Powell qui sont complètement matriciels dans la filmographie et dans le rapport au cinéma de Carpenter. Sauf que quand il fait Asso, il se dit pas je vais faire un western, je vais reprendre la matrice de Rio Bravo et je vais faire du coup un western parce que ça en utilisant les mêmes personnages et parce que ça va vendre, parce que à l'époque il y a des gens qui sont fans de Rio Bravo et qui ont la nostalgie de John Wayne ou je sais pas quoi. Et en fait aujourd'hui l'écueil quand on veut essayer d'être descendant de Carpenter, c'est de se dire ah bah ouais super, je vais faire du Carpenter et je vais mettre du brouillard et je vais refaire un super film. Enfin, en fait, il faut réussir à tirer les leçons de ce qu'il a créé et de la manière dont il a réussi à s'émanciper de ses classiques et de ses références pour faire quelque chose de neuf, pour faire quelque chose qui donnait un coup de pied dans la fourmilière et qui, du coup, a marqué des générations. Et de la même manière... The Thing, qui est aussi un remake, je dirais presque un lointain remake d'un autre film à moitié réalisé par Howard Hawks. C'est quoi le titre original ? La chose d'un autre monde. Qui se passe dans le même environnement. Mais quand on compare les deux films, c'est parce qu'il est revenu à la source du roman pour le coup. Et en plus, je pense qu'il n'y a même pas les droits de remake, c'est-à-dire qu'il a dû reprendre les droits du roman pour l'adapter. Je sais pas comment ça... Et toujours est-il que c'est un remake officiel, ceci étant dit. Ouais, d'accord. Du coup, le truc, c'est que il faut réussir à prendre en fait le pas de côté par rapport, le pas de recul par rapport aux références pour mieux les digérer et en donner quelque chose de neuf. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec deux résurgences de Carpenter. Il y a d'une part en gros les studios qui se disent ah bah c'est quand même incroyable parce que c'est des films qui nous ont rapporté beaucoup d'argent, donc il y a moyen de s'en faire à nouveau et donc en gros on va essayer de refaire la même chose. Mais à une approche complètement débile en fait de faire la même chose. Ça sert à rien de faire la même chose, il est déjà là. Si tu veux refaire Halloween il est mieux, tu feras pas mieux en fait. Donc si tu veux prendre les leçons d'Halloween et voir
qu'est-ce que ça fait, quel choc c'est pour le spectateur d'ouvrir le film avec le point de vue du tueur comme ça. Réfléchis, va faire de la VR, mais arrête de nous faire chier à faire 50 Halloween derrière. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui est drôle, c'est que les mecs d'ailleurs qui ont fait, parce que par exemple, ça est devenu presque une parodie chez De Palma en fait quand il fait ça, sauf que lui il le fait avec le regard ironique et cynique, alors que pour le coup Carpenter il le fait extraordinairement au premier degré, comme je veux dire, à part les films qui sont censés avoir de l'humour, en fait c'est des films au premier degré, littéralement. C'est quelque chose qui est, pour moi c'est glaçant, c'est terrifiant le début d'Halloween à ce niveau-là. Et donc on a d'un côté des films qui sont en fait qui essayent de venir grignoter les miettes. On a le truc, on en parlait en préparant l'émission avec Stéphane, cette aberration d'un mec qui fait une marque Obey inspirée d'Invasion Los Angeles. L'aberration, c'est les gosses qui le portent et qui savent pas d'où ça vient. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que. Et même, c'est de faire de l'argent sur un truc qui, à la base, est plutôt une critique du capitalisme. Ça, c'est un autre pendant de Carpenter, mais on va peut-être en parler après, parce que tu veux peut-être terminer, et puis je vais laisser parler notre ami, là, quand il pisse pas dans les verres. Alex Ardo est sur chaud, là. Il est à fond. Il a des punchlines en train d'être aiguisés. Et donc, pour finir, c'est que, la manière dont, comme en parlait Perrine, Tarantino s'approprie The Thing pour faire un truc qui, encore une fois, est exactement dans la lignée et en même temps n'a rien à voir. Et du pur Tarantino. Et c'est du pur Tarantino, exactement. Il se cache pas derrière Carpenter. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est cette approche et c'est cette manière qu'on pourra perpétuer l'œuvre de ce génie du cinéma, quoi. Alexandre, toi qui es un génie de cette émission. Il fait 45 degrés, j'ai plus de neurones, j'en peux plus. C'est vrai qu'on enregistre au sous-sol de l'antenne Paris, il fait extrêmement chaud. Ah là là, je suis mais je m'en fous. Non mais je pense que ce qui est intéressant par rapport à l'appréciation de l'œuvre de Carpenter, après c'est une question d'âge, de génération et tout ça, mais comme on l'a déjà dit plus tôt, ces films n'ont en général pas fait de carton absolu en salle, et puis selon l'âge qu'on a, on n'a pas forcément eu la chance de pouvoir les découvrir en salle, sauf à l'occasion de rétrospectives, etc. Et du coup, pour moi, Carpenter, ça reste justement, comme on l'a déjà dit plus tôt, le cinéaste révélé, mis en avant par les vidéoclubs, et puis après par les biais différents pour le regarder, mais ça reste un cinéaste de l'intime, de chez soi, et je me souviens très bien, par exemple, moi, ma découverte de son The Thing, c'est une location VHS pour Halloween, recadré dégueulasse. C'est vrai, c'était dégueulasse, et la redécouverte plus tard, après, la faveur d'une rétrospective, sur grand écran, n'avait évidemment rien à voir, et avant ça, il y avait tout ce mythe un peu quasi fétichiste d'avoir vu les visuels des créatures de Rob Bottin dans les mensuels de cinéma, etc. Donc bon, bref, il y avait quelque chose de... Je pense que Carpenter, son côté vilain petit canard, comme on le disait tout à l'heure, qui fait pas partie d'une bande, qui a jamais eu trop la carte, etc., faisait que, de manière inconsciente ou pas, ses fans peut-être développaient à son encontre le même genre de dévotion que pouvaient avoir des fans d'un groupe de rock qui était cool, assez connu, mais pas au point de remplir les stades. Voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'il a 1 an de différence, ou même moins d'1 an, quelques mois de différence à peine avec Spielberg. Et on peut pas s'empêcher de penser, voilà, on avait déjà évoqué tout à l'heure le désamour et le très mauvais accueil qu'avait reçu The Thing en sortant en salle en 82. C'était 2 semaines après E.T. Et bon, c'est toujours un peu une sorte de storytelling très facile à dire. Bon, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais il y a quand même toujours eu cette légende comme quoi il y avait le gentil extraterrestre contre les méchants extraterrestres, et Carpenter a toujours tenu un peu une rancœur contre Spielberg sur le fait d'avoir rendu l'Amérique toute chamallow, voilà, et qui n'est pas prête pour le choc qui allait... Moi, je sais pas s'il tient une rancœur, parce qu'il a quand même fait Starman derrière, justement, dans la logique de faire son E.T. Mais le truc, c'est que moi, je pense la grosse distinction, c'est comme tu le dis, je trouve que c'est un storytelling un peu facile, parce que déjà E.T. c'est un chef-d'œuvre, bien sûr. Donc on va pas pleurer d'avoir 2 chefs-d'œuvre qui sortent à 2 semaines d'intervalle. Il y a que les gens de l'époque qui voulaient pas le voir, tu vois. Mais le deuxième truc, c'est que c'est à un moment donné, quand tu fais un film comme The Thing, qui est littéralement en fait en train de te dire l'humanité, c'est de la merde et on va tous se faire bouffer par le système, tu vois. C'est normal. En fait, c'est normal que tu provoques le rejet, parce que le problème du film, c'est pas seulement que le film dise ça, c'est qu'il le dit avec une intensité
proprement ébouriffante. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à l'époque, parce que tu parles des maquillages, tu parles de ces trucs-là, mais à l'époque, c'était du jamais vu, quoi. Et même encore aujourd'hui, moi, je connais pas d'équivalent. C'est un film qui s'inscrit dans une logique, il en a fait 2-3 d'ailleurs, comme ça, Carpenter, il s'inscrit dans une logique de Bonnie and Clyde, quoi. C'est-à-dire, c'est un sous-genre, en fait, du fantastique. Et toute l'idée, c'est de perdre son individualité, d'avoir vraiment peur de perdre qui tu es en tant que personne, en tant qu'individu, et te fondre dans une espèce de masse, quoi. Et là, toute l'idée, c'est si on ne contient pas cette créature, elle va sortir, en fait. Elle va littéralement rejoindre la civilisation, quoi. Et donc, c'est les deux personnages qui restent à la fin qui se regardent. C'est le dernier rempart contre ça. Et en fait, le film, il te dit... on sait pas. Ouais. Tu vois, littéralement, et j'ai pas de réponse. C'est un signal. Je n'ai pas de réponse à la fin de ta putain de... Non, à ta fin de ta putain d'individualité, mec. Tu vois, donc le truc, c'est que quand tu ressors du film, tu te prends le truc, tu te dis, mais en fait, le monde, c'est de la merde. C'est horrible, tu vois. Et en même temps, c'est complètement... parce que tu t'es fait... tu t'es fait bouffer par le film. Il est incroyable, quoi. Et je pense que, comme beaucoup... Enfin, il y a quelques films comme ça, en fait, dans l'histoire du cinéma où on peut le calculer. Il y a des rejets absolument spectaculaires, en fait, qui sont retournés très rapidement, en 2-3 ans. Moi, je sais que, par exemple, le Incassable de Shyamalan, c'était hallucinant quand tu vois le film à l'époque, le rejet absolu que le film a vécu, alors que 2-3 ans après, d'un seul coup, on t'en parlait, pas comme un classique encore, mais en fait, on t'en parlait comme, tu vois, ah ouais, non, mais c'était vachement bien, en fait, et tout. Et tu te dis, mais vous étiez où, les mecs, quand c'est sorti The Thing? C'est exactement la même chose. C'est ça que je pense que Carpenter, lui, on peut le reprocher plein de choses, mais pas d'être, en tout cas, pas de cynisme sur le côté, on va essayer de sortir l'air du temps, etc. C'est ce que disait un peu tout à l'heure David, quand il faisait cette comparaison-là entre lui, sa façon de rendre hommage au classique qui avait bercé sa jeunesse, etc., ses films préférés, et maintenant la façon dont les cinéastes ils vont avec la truelle, enfin quelque chose de beaucoup moins léger sur le côté influence. Lui, bon, il faisait... Pas tous, heureusement. Enfin, oui, non, pas je tous. trouve que les jeunes cinéastes, au contraire, ils sont plutôt bons. C'est plutôt ceux qui essayent de refaire l'œuvre de Carpenter qui vont n'importe comment. Et à l'époque de Carpenter, il y avait aussi des tâcherons qui faisaient des trucs qu'on a oubliés, quoi. Bah, Halloween, déjà, ça a créé un sous-genre, donc ça a créé du slasher, donc voilà, donc automatiquement, bah, t'avais 1 milliard de slashers derrière qui n'ont pas la puissance, tout simplement, déjà de mise en scène. Mais le truc, c'est que tu parlais de Rio Bravo pour Assaut. La référence d'Halloween, c'est Psychose, hein. Donc Carpenter qui par détour, en fait, parce qu'il avait pas, enfin, il se retrouve avec Jamie Lee Curtis qui est donc la fille de Janet Leigh qui était dans Psychose, etc., etc. Il y a tout un jeu aussi là-dedans, si tu veux, de référencement. Tu te demandes si c'est malgré lui ou pas. Je pense pas qu'il ait choisi Jamie Lee Curtis parce que c'était la fille de Janet Leigh, mais il se trouve que la filiation, elle est là et elle est totalement assumée. Et surtout, en fait, il encore une fois, il en fait littéralement autre chose. C'est-à-dire que pour moi, tu te retrouves pas, en fait, pour moi, je veux dire, je connais Psychose, je connais Halloween, et oui, je vois l'affiliation, mais pour moi, c'est deux entités différentes. C'est encore une fois un film littéralement qui a sa propre marque, qui a son propre truc, son propre style, et que la plupart des gens ont essayé de copier derrière, n'ont jamais réussi à... Et pour en finir avec ce côté un petit peu cinéaste, pas de la loose, parce que ce serait quand même assez... mais pour en revenir à l'échec qu'a été The Thing, et je pense qu'on peut tous fantasmer sur à quoi aurait ressemblé une carrière de Carpenter si le film avait été un carton, parce qu'évidemment il n'aurait pas eu les mêmes opportunités, et donc c'est le genre de cas où on peut se dire de manière un peu cynique a posteriori, bon bah finalement c'était un mal pour un bien, voilà, ça lui a permis de pouvoir creuser, de faire après des Princes des Ténèbres, des Alive, etc. Ouais. Mais en même temps c'est quelque chose qui peut c'est ce genre de situation, on parle toujours de l'affrontement un peu artificiel The Thing versus E.T., mais à d'autres moments de sa carrière, quand il a fait Jack Burton, il s'est fait rétamer au box-office aussi, et en face de lui c'était notamment Aliens de James Cameron, avec qui d'ailleurs il avait déjà bossé par le passé sur New York 97. Cameron avait fait des effets spéciaux dessus. Carpenter est un poil plus vieux que Cameron, mais ça m'a encore plus frappé quand j'ai revu Halloween récemment, le premier, et dont clairement en termes de mouvement, etc., de Michael Myers, je pense que Cameron s'en est beaucoup inspiré pour diriger Schwarzenegger après en Terminator, pour ce côté masse indestructible, etc. Il y a une défiliation un peu dans leur... la référence c'est le Yul Brynner dans Westworld, la référence de Cameron sur Terminator. Oui, bon, potati, potatos.
une Ouais, ouais, non, mais il peut y avoir une influence Là, quand tu même. pisse dans le violon là. Ce que je veux dire, c'est que Carpenter on pourra toujours. C'est un cinéaste qui, je pense, pour ses fans, en tout cas, peut susciter de la frustration, mais faut pas. Moi, je pense que sa carrière, même si il y a évidemment plein de trucs qui peuvent lui être très justement reprochés, c'est un peu triste, voilà, que finalement avec le temps il soit devenu plus fan de jouer aux jeux vidéo chez lui plutôt qu'aller sur un tournage. Mais en même temps, il a pas envie de se faire chier. Il a une attitude cool, laid back. C'est un mec c'est ce que je disais au début. C'était un mec qui a bossé pendant 25 ans sans je veux dire, débandé. Tu veux dire qu'il avait droit à sa pré-retraite? Bah, je pense qu'en fait, le mec, il a donné ce qu'il avait à donner. Moi, tu vois, je suis même pas sûr en fait que j'ai envie de forcément voir un film de Carpenter aujourd'hui parce que clairement. Je sais pas s'il en a vraiment envie. Et c'est pas plus mal en fait, quelque part, dans le sens où j'ai pas envie de voir ce type. Bon, The Ward, ça va, tu vois, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, c'est juste on s'en fout un peu. Mais le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de voir ce type. En fait, moi c'est comme cette espèce de truc que dit Tarantino où il dit moi je vais faire 10 films et je m'arrête là. Je sais pas s'il va y arriver. Moi, je pense qu'il a essayé déjà. Il a déjà pété les 10 films. Ouais, je pense qu'il s'est déjà un peu planté une ou deux fois. Et le truc, c'est que mais bon, peu importe. Le truc, c'est que voilà, moi je préfère que Carpenter il en reste là où il en est. Mais juste qu'on arrête de toucher, qu'on arrête de faire Halloween qui s'appelle Halloween de nouveau. Là, apparemment, ils ont fait une annonce sur une suite de Invasion Los Angeles. Si c'est pas lui, littéralement, je vois pas l'intérêt. Mais même si c'est lui, je me demande si ça. Disons que s'il a la verve en fait pour raconter ce qu'il racontait à l'époque. Par exemple, un film comme, prenons ce film-là, en fait, un film comme Invasion Los Angeles, qui est assez étonnant. Moi, c'est un des premiers Carpenter que j'ai vu en salle. Le premier, c'était Prince des Ténèbres. Et pour le coup, en fait, j'ai vraiment eu le bol de grandir avec lui, c'est-à-dire de me dire, à intervalles réguliers, entre 87 et 2001, une bonne quinzaine d'années de ma cinéphilie, en fait, j'ai vu des films de Carpenter en salle, j'en ai raté aucun, je suis tous allé les voir et c'était un rendez-vous limite religieux, quoi, parce que le truc, c'est que même pour des trucs un peu moins intéressants comme Les Aventures d'un homme invisible, même quand il faisait ce film-là, c'était un film où il se foutait de la gueule des guppies. Tu vois, je veux dire, littéralement, le personnage, quand il te dit, je fais un film qui est sur un homme invisible, le mec, en fait, c'est un homme invisible parce que c'est un connard invisible en vrai, tu vois, c'est ça le sujet du film. C'est pas un truc où, d'un seul coup, parce qu'on prend Chevy Chase et que c'est un acteur apprécié du public américain, des comédies, tout ça, etc., qu'il le subvertit pas un minimum, quoi. Le côté connard que le personnage peut avoir, de lequel il en a toujours joué, de Chevy Chase, lui, il le pousse beaucoup plus que dans n'importe quel autre film, quoi. À part peut-être la série Community après, mais ça, c'est voilà, c'est encore un autre truc, quoi. Mais le truc, c'est que voilà, donc c'est Carpenter, il fait ça. Invasion Los Angeles, tu vois, c'est typiquement un film où, si tu veux pas, et c'est étonnant pour moi, mais j'en ai croisé des gens qui ne voulaient pas voir le sous-texte du film. Qui est limite pas un sous-texte en plus. Ah non, alors là, tu peux pas faire beaucoup plus obvious. Voilà, c'est ça. Sauf que les mecs, en fait, ils s'arrêtent à quoi? Ils s'arrêtent à la gueule des extraterrestres. Ils disent, mais c'est quoi ces extraterrestres ridicules avec leurs gros yeux globuleux? Mais en fait, tu vois, oui, on peut considérer que c'est série B, machin, ce que tu veux, c'est pas très réaliste ou ça fait pas très peur ou ce que tu veux. Mais après, tu réfléchis en fait à comment dire, au traitement. Pourquoi en fait ils ont cette gueule-là? Ils ont pas de face en fait, c'est des putains de capitalistes, c'est tout quoi. Ils ont tous la même gueule. C'est en fait on parle, c'est de ce dont on parle le film littéralement et c'est dans un choix de design aussi simple et reconnaissable et qui effectivement donc en plus réutilisé un peu partout maintenant dans d'autres trucs. Alors peut-être de façon un peu plus voilà, mais le truc de ce film et c'est un des rares films qui est resté pour moi en tout cas qui traitait du réganisme de l'époque et même du capitalisme de manière générale. Et t'en as 3, 4 à cette époque-là. T'as Robocop. T'as un peu en avance, moi je trouve que le film est extraordinairement précurseur, c'est Scarface de De Palma, sur le capitalisme et la façon des ravages du capitalisme, on va dire, de l'uber-capitalisme. Et t'as Invasion Los Angeles et peut-être le Wall Street d'Oliver Stone, quoi. Mais le truc, c'est que donc t'as combien, en fait, là on parle de cinéastes à contre-courant, quoi. En fait, on parle littéralement de gens qui, à un moment donné, se sont brûlés les ailes, en fait, avec les studios, avec tout ça, parce que c'est des francs-tireurs en fait, c'est un franc-tireur Carpenter tout simplement, donc c'est un type qui ne pouvait pas marcher au moment où il était censé marcher, parce qu'en fait si tu veux ce qu'il proposait tout simplement ce n'était pas tu vois, en fait les gens opposent, il y a eu cette opposition entre Independence Day et Los Angeles 2013 aussi à l'époque mais c'est ridicule en fait, c'est ridicule d'opposer, on s'en fout, on peut aller voir les deux en fait, c'est pas ça le problème c'est qu'en fait pourquoi en gros, la solution d'un film comme, par exemple, Los Angeles 2013, c'est un film qui a plein de problèmes. On voit, on voit les effets spéciaux pourris, on voit tous ces trucs-là, etc. C'est un film qui a été saboté par le studio, mais le dernier quart d'heure du film est absolument
incroyable, totalement inédit. C'est un film qui te dit, bon les gars, en fait en gros la solution là, à la merde ambiante, c'est on va rebooter la société, tu vois, mais alors à partant de zéro quoi. Donc ça va être le Far West, tu vois, et on revient 500 ans en arrière, tu vois. Et tu sors de là, mais tu te dis mais non, la plupart des gens se disent mais non, non, il peut pas me proposer ça parce que normalement en fait si tu veux quand tu vas au cinéma, effectivement le film il est censé te raconter une histoire, te donner la solution à la problématique, il t'enrobe ça avec un petit nœud, tu vois, et rentre chez toi tranquillement, tu vois, je veux dire voilà, alors oui tu peux opposer ça à Independence Day, bon malgré tout on est tous unis, on va y aller et on sauve le chien, mais le truc c'est que fondamentalement le problème c'est pas de l'opposer à Independence Day, le problème c'est de l'opposer à ce que les gens de prime abord ne veulent pas voir en fait, ne veulent pas qu'on leur dise quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que Carpenter n'a pas marché à l'époque, mais que quand tu redécouvres tout ça, tu vois, voilà. sur le pas marché à l'époque, c'est justement tu citais Robocop, et moi il y a un cinéaste qui peut être intéressant en comparaison, c'est justement Verhoeven, qui à peu près à la même époque, enfin un petit peu plus tard, et ça s'est un peu recoupé, justement était un cinéaste de la subversion qui en subvertissant le système, pour le coup donne un exemple alors après on ne sait pas qu'est-ce qui fait l'alchimie, que ça marche pas, mais Alex se demandait qu'est-ce que aurait été la carrière de Carpenter si The Thing avait été un succès. Pour le coup, Verhoeven est arrivé à Hollywood, a subverti le truc et a eu des succès, et a enchaîné des succès jusqu'à finir par se faire bouffer. Il est beaucoup plus subtil que Carpenter aussi, il est beaucoup moins in your face. Ouais, voilà. Tous les deux fait un film d'homme invisible d'ailleurs. Et c'est là que ça commence à déraper un petit peu. Mais un peu en cacahuète. Non, les films sont bien, mais les carrières... ça c'était plus difficile. Les carrières ont du mal à s'en remettre. Et du coup, tout ça pour dire que en fait, au-delà des intentions, et effectivement, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, c'est que la subversion de Verhoeven, elle est, en même temps, c'est ça qui la rend brillante, c'est qu'il y a un truc qui est un peu en sous-texte, et tu peux jouir en fait du premier degré sans forcément te rendre compte de tout ce que ça véhicule derrière. Tu as un truc, par exemple, un truc tout bête que ne fait jamais Carpenter dans ses films, et ce que fait par exemple Verhoeven dans Robocop, c'est que Robocop, quand il arrive aux États-Unis, Verhoeven, en fait, il découvre la télé américaine, et d'un seul coup, il découvre en fait les journaux télévisés, les coupures pub, tous ces trucs-là, et en fait, il se dit bon bah attends, je suis censé parler de ça moi dans le film, donc en fait, il utilise littéralement ces formats-là en fait pour en parler. Sauf que c'est des formats que les ricains ont l'habitude de voir. Donc ça passe tout seul. Sauf que c'est exactement à ce moment-là qu'il est en train de leur mettre des doigts dans le cul. Donc le truc, si tu veux, c'est que forcément il le voit pas. Tu vois. Mais c'est ça qui est hallucinant. Alors que Carpenter, c'est comme Eastwood en fait. C'est un mec en fait, c'est l'apôtre du classicisme de base, et c'est what you see is what you get quoi. C'est-à-dire en c'est fait, un américain, c'est un vrai américain aussi. Voilà, oui. Et apprendre en argent comptant quoi, littéralement. C'est-à-dire que donc effectivement, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi Invasion Los Angeles, les gens ne veulent pas voir le sous-texte qui est quand même assez clair, et c'est même ce qui drive complètement le film quoi. Mais oui, voilà, je trouve qu'il y a une grosse distinction quand même. Après, dans tu dis que les gens quoi. ne veulent pas voir le sous-texte, mais on a vu récemment, j'ai souvenir moi de voir passer justement sur les réseaux sociaux et tout ça, au moment de la victoire de Trump, des tonnes de détournements de Trump, même sur Internet, inspirés d'un vision à l'époque de la sortie. À l'époque, je suis d'accord, mais comme quoi finalement le message a fini par passer. Les gens sont pas si cons. Les gens sont pas si cons. C'est pas que les gens sont, mais c'est pas. En fait, si tu veux, pour moi, c'est pas une question que les gens soient cons. C'est en fait, si tu veux, il y a un moment donné, pour moi, les grands cinéastes, ils te posent la question de pourquoi tu vas au cinéma. Si toi, t'aimes ce grand cinéaste-là, tu te dis pourquoi est-ce que je l'aime. Tu te poses automatiquement la question. Si t'es cinéphile, tu t'assieds devant les trucs, et un mec comme Carpenter, t'as quand même une œuvre assez claire, assez précise, assez moi je trouve unie, quoi. Et du coup, en fait, quand tu regardes ces films, tu te dis, bon, ils parlent de quoi ? C'est quoi ces thématiques ? C'est quoi tous ces trucs-là, etc., etc. Et forcément, en fait, quand tu te retrouves avec ces films-là, et que tu te comprends que la plupart de ces films-là, en fait, ne marchent pas, en fait, que les gens ne vont pas les voir, alors que ça devient justement des films cultes, ou des films, en fait, qui sont compris avec le temps, bah, c'est que j'en reviens à la question, en fait, de ton rapport au cinéma. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens ne s'assiedent pas forcément dans une salle pour qu'on leur serve une thématique ou un sous-texte ou un truc. Ils veulent être émus, touchés, divertis, voire en fait
j'ai presque envie de dire, la plupart d'entre eux ne pas se prendre le chou forcément, Oui, en fait, si tu veux. Et pour moi, il y a littéralement pas de problème avec ça. C'est pas des cons pour autant. C'est juste qu'en fait, si tu veux, le rejet de, parce que sur des cas comme The Thing, c'est très viscéral. Hein. Sur des cas comme Invasion de Los Angeles, c'est juste que ça passe au-dessus de la tête, tu vois. Oui, c'est plus de l'indifférence. Voilà, c'est juste, ou même genre, ah bon, ça parle de ça, d'accord, tu vois. C'est une façon, en fait, tout simplement de te dire, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi au cinéma, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te touche profondément. Et moi, en fait, ça me touche de voir un cinéaste, si tu veux, qui, en fait, pour moi, il n'a pas à rougir. Même dans les films les plus... c'est-à-dire même dans des films à problème comme Los Angeles 2013, encore une fois, où les effets spéciaux sont... Oui, même dans Invasion de Los Angeles, on peut dire, oui, Roddy Piper, il joue pas très bien, si tu veux, d'accord, tu vois. Mais son âme. Mais tout ça, en fait, si tu veux, c'est pas grave, parce qu'il y a ce type, en fait, qui infuse littéralement qui il est, corps et âme, en fait, dans son film. Et donc... putain, ouais, d'accord, les effets spéciaux de Avengers Infinity War, ils sont super, tu vois. Mais moi, je les cherche, les mecs, en fait, derrière qu'on fait le film, tu vois, et ils sont pas là, tu vois. Donc, je prends cet exemple, mais ils vont encore nous faire chier parce qu'on chie sur Marvel, mais voilà, tant pis. Mais le truc, c'est que. L'habitude, hein. Non, mais ouais. Oui, mais bon, ça râle à chaque fois. Mais voilà, et c'est ça, en fait, le truc, c'est que le mec, il pose ses couilles sur la table et en fait, il fait son film avec toutes les tripes qu'il a, comme si c'était le dernier à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas, merci. La suite des effets bruit des spéciaux couilles sur la table. En parlant de couilles sur la table, je te coupe parce que tu le fais souvent. En parlant de couilles sur la table, j'ai découvert, avant de faire cette émission, je l'avais jamais vu, un de ses premiers films qui était en fait un téléfilm, Meurtre au 43e étage en VF, Someone's Watching Me en VO, avec Laura Newton et Adrienne Barbeau, qu'il rencontre pendant le tournage et qui deviendra sa femme après, pendant quelques années. Et ce film-là... il l'a fait après Asso. Hein. Ouais, c'est ça, il l'a fait juste après Asso. Et ce film-là, je l'ai découvert donc, et il est d'une affluente modernité parce que la thématique du stalking, alors c'est une relecture de Fenêtre sur cour, donc c'est un hommage vraiment très très appuyé à la filmographie d'Hitchcock, mais il y a dans le côté je te mate, je sais ce que tu fais, bon, il y a une affluente modernité avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. maintenant, mais aussi toute l'héroïne principale du film, c'est donc une journaliste, enfin une réalisatrice d'émissions de télé, sa meilleure amie c'est Adrienne Barbeau, c'est une lesbienne, mais c'est pas mis avec des gros sabots, c'est genre au-dessus d'un dialogue, tu sais qu'elle aime les femmes. Elle, l'héroïne principale, tu comprends très rapidement qu'elle est venue de New York, elle a changé pour s'installer à Los Angeles parce qu'elle s'est fait emmerder, agresser sur son lieu de travail. Donc on est en espèce de truc complètement post-MeToo. Et le truc date de 76, c'est ça 76 78 Attendez. Je sais plus si c'est 78. 78, c'est la même année que Halloween. Tout ça, c'est parce que ça existe aussi dans la société, bien sûr, ce problème-là. Évidemment, à la base. Non, mais c'est la façon. Oui, mais tout le monde ne les traitait pas pour autant. Tout le monde les traitait pas. C'est là où d'un mais seul coup il est vraiment moderne, je suis d'accord avec lui. Ouais, moderne, je sais pas. Enfin, je veux dire, juste, il regarde le monde tel qu'il est aussi. C'est ça le truc, je pense, tu vois. Oui, mais c'est dans sa façon pour l'époque. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui voilà, n'a pas. On parlait de Cameron tout à l'heure, dont on va pas s'apesantir sur voilà son talent pour écrire des personnages d'héroïnes fortes, mais Carpenter a ça aussi, pas seulement dans le côté voilà, l'héroïne virginale d'Halloween et tout, mais que ce soit encore Barbeau dans The Fog ou ailleurs, il y a New York 97. New York 97, voilà, on est sur du je pense que c'est quelqu'un qui disons que aujourd'hui, chez certains réalisateurs, je parle au masculin, parfois les élans égalitaires ou féministes peuvent parfois, je parle du cinéma contemporain, soit naître d'une honnête prise de conscience ou parfois d'un vernis un peu opportuniste. À cette époque-là, en gros, en mode, je cherche mon cookie, je cherche à avoir, à gagner une sorte de respectabilité. Carpenter, à l'époque, il s'en fout. Voilà, il fait ça juste parce que c'est pour son... De manière générale, il s'en fout, voilà. Mais il réfléchit, je pense que c'est pas quelqu'un d'autiste, c'est pas quelqu'un qui voilà, comme disait Stéphane, et c'est juste qu'il parle de ça parce que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Et il a une maîtrise à écrire aussi bien des personnages féminins que des personnages masculins, qui font que son œuvre aujourd'hui, il y a certains réalisateurs, quand tu regardes leurs vieux films, des fois t'es un peu gêné quand tu vois certaines situations, certaines répliques, ça cringe un peu, tu te dis ah là là, ça passerait pas ça en 2018. Mais
c'est pas le cas de Carpenter. Et c'est Moi, je pense que c'est parce qu'il se pose pas la question sous cet angle-là, tout simplement. En fait, je pense que c'est. Oui, mais c'est bon signe. Enfin, ça veut dire que sans avoir à se poser de questions, le mec réussit à avoir une œuvre, qui fout pas. Il cherche pas à faire des films inclusifs, en fait. Et je pense que c'est. On peut. Non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est qu'on le regarde sous ce prisme parce qu'on est en 2018, tu vois, si tu veux. Mais bon, fondamentalement, les films existent depuis 40 ans et en fait, avant 2017, on s'en battait les couilles de savoir si c'était un film post-MeToo, pré-MeToo. Tu vois, le truc, c'est que. Et encore une fois, je veux dire, c'est ça la beauté justement de Carpenter, c'est-à-dire d'un moment donné de se dire voilà, c'est en fait tout simplement, en fait, encore une fois, c'est cette logique de c'est apprendre ou à laisser. C'est-à-dire que t'as combien de films où un curton il se fait tabasser la gueule en permanence par James Woods dans Vampire, c'est hallucinant, tu vois. Tous les moments, en fait, tous les strates de la société qui le gonflent, en fait, si tu veux, il se dit attends, hop, tu vois, j'y vais, et en fait, d'un seul coup, t'as un curé qui est censé être dans le camp du bien quand même, dans le film, hein. C'est-à-dire que c'est un personnage, c'est-à-dire James Woods sait que les vampires existent, donc il a la notion, en fait, du bien, du mal, et la notion de Dieu, tout ça, etc., et le curé, il lui botte le cul tout le temps, en fait, quand même, quoi. Et je sais pas, il y a quelque chose de total, moi je trouve de totalement réjouissant en fait là-dedans. Tu vois, en fait, c'est la liberté, c'est ça qui est beau. Bah, c'est Charlie Hebdo, quoi. Voilà, on savait déconner à l'époque. Hein. Non, c'est pas Charlie Hebdo. Canada, justement, Carpenter, c'est la même gueule, c'est le même nom. C'est toute cette façon de prendre les comment dire les dogmes, en fait, les clivages, tu vois, et de dire je m'en fous en fait. Littéralement, Carpenter, c'est Snake Plissken. C'est ça m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas, votre société ne m'intéresse pas, c'est de la merde. Vous fonctionnez tous en vase clos, tout ça. Moi, je suis tout seul dans mon coin, je fais mon truc dans mon coin. Alors, il appartient pas effectivement à un groupe parce qu'il a ce fonctionnement-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il a été collé dans un groupe où il est infiniment supérieur à la plupart des réalisateurs de ces trucs-là. On l'a collé avec Toby Hooper, qui pour moi restera le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, et franchement... basta, tu vois, on l'a collé avec George Romero, c'est encore un autre truc parce que lui aussi il avait une espèce d'approche politique en fait du fantastique. On l'a collé avec, mais je pense que c'est encore et même une fois Argento, d'une autre manière qui a comment dire encore moins duré que lui. Ça, voilà. Mais le truc c'est que en fait, si tu veux, on l'a collé dans tous ces trucs-là, mais comme il est infiniment supérieur à tous ces réalisateurs dans l'absolu, parce que déjà en fait, encore une fois, moi je pense que par son approche, littéralement, en fait, il n'a littéralement pas à rougir en fait de son œuvre globale, si tu veux. Et après, bon, tu peux discuter sur des problématiques, mais voilà. Je veux dire, même des films, il a eu des problèmes avec les studios sur tous ses films de studio, hein, littéralement, à part The Thing où le problème c'était la réception. Le Village des damnés, si vous êtes équipé en Blu-ray US et que vous pouvez lire ces Blu-ray-là, il y a un documentaire d'1 heure en fait où Carpenter s'exprime sur alors que c'est un petit film pour le studio, c'était pas un gros truc, tu vois, où il s'exprime sur tous les problèmes qu'il a eu avec le studio sur Le Village des damnés, et c'est un film à problème parce que encore une fois c'est un film qui grosso modo t'explique c'est un remake mais est assez fidèle en l'occurrence, quoi, mais beaucoup plus, moi je trouve subversif dans sa façon d'aborder le sujet, qui en fait t'explique en gros que les enfants, en fait, que toute une... c'est des merdes. Voilà, non, mais tous les villageois ont eu dans un petit village, en fait, sont des extraterrestres. Et déjà, en fait, si tu veux, cette première problématique-là, elle est un peu taboue quand tu réfléchis un peu au fonctionnement assez tribal, en fait, de la nature humaine. Mais en plus, si tu veux, lui, il pousse le truc encore beaucoup plus loin, quoi. En fait, et bon, c'est quand même le cinéaste de The Thing, donc tu le vois. Et je pense que c'est automatique que le studio se dise, merde... qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On est en train de montrer des gosses, si tu veux, attends, moi, juste à côté, pourquoi on n'a pas fait la course aux jouets avec Schwarzenegger ? Pourquoi c'est pas nous qui avons produit ça ? Merde, tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il se retrouve à avoir des merdes alors qu'en fait, le contrat, il est là, tu vois, il est rempli. C'est juste que c'est un type qui pousse l'intensité, enfin, il va jusqu'à 11, quoi. Donc le truc, c'est que voilà, je pense que ça, c'est un des problème en fait de sa carrière aussi, quoi. Mais c'est ce qui fait que ça reste. Il y a aussi en plus de tout ça, ce qui est intéressant, c'est la diversité de sa filmographie à travers en fait il y a toujours une cohérence d'auteur, en fait, où on retrouve sa patte, etc. Mais des films même qu'on n'a pas encore évoqués comme Christine ou L'Antre de la folie, qui partent dans des directions qui n'ont rien à voir avec certains de ses autres films, et à chaque fois avec à chaque fois il va à fond dans la direction dans laquelle il a décidé d'aller, et même je trouve c'est assez frappant sur les deux films que je viens de citer, de deux manières différentes, mais avec Christine, je sais pas, j'imagine que sur le même sujet plein d'autres cinéastes se seraient arrêtés bien avant, en fait, d'aller
se dire ça ou cette scène est trop gênante ou particulière ou même des questionnements genre ça comment je vais le mettre en scène en fait, comment je vais trouver le moyen de le rendre visuellement crédible, et c'est un film qui je pense après c'est le cas de tous ces films, mais qui vieillit pas, qui peut se regarder aujourd'hui comme s'il avait été tourné aujourd'hui quasiment, parce que il a poussé très loin vraiment la question de comment je mets en scène une idée et comment je fais en sorte de tenir l'ambiance que j'ai instaurée, quoi. Donc on a une approche générale sur ces films qui est part souvent de un ou deux chocs, soit les premiers films de lui qu'on a vus ou ceux qui nous ont le plus marqué, mais en fait c'est un réservoir presque infini, quoi. On peut se replonger dans ces films et passer de l'un à l'autre, et il y a toujours à manger, quoi. Une cohérence. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant d'ailleurs sur le film comme L'Onde de la Fille, que moi je trouve qu'il est un chef-d'œuvre absolu, quoi, c'est que en fait si tu poses la question à Carpenter et tu lui dis mais vous êtes auto-analysé, il fait non. En fait, pour lui, c'est un film sur Stephen King. Oui. Et Lovecraft. Voilà, exactement. Et le truc, c'est que, en gros, c'est un film sur deux auteurs reconnus, en fait, d'horreur, quoi, de littérature horrifique. Mais c'est un film sur lui. Mais comme tous ces films, d'ailleurs, dans l'absolu. Mais le truc, c'est que là, ce qui est complètement hallucinant, c'est que c'est le seul, peut-être, qui a un peu un aspect méta, en fait, dans son approche, en fait, de comment on va décortiquer le genre. Et il se cache pas derrière ça, hein. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est sa porte d'entrée. Son point de vue, c'est de dire, moi je connais en fait ces auteurs-là, je les ai lus, donc je vais les aborder comme ça. Mais fondamentalement, en fait, si tu veux, il décortique un peu ce que la mécanique de l'horreur, ce qu'il a toujours fait dans l'absolu, même s'il le masque, tu vois, puisqu'il l'a reconstruit finalement dans ses films. Mais là, il l'a déconstruit complètement avec des trucs, mais moi je trouve hyper osé là, les scènes en fait où il se réveille 3 fois d'un cauchemar, il y a 3 cauchemars consécutifs. Enfin, c'est hallucinant et ça fout une trouille de feu, quoi. Ce film est tout à fait traumatisant. Voilà, et le truc, c'est qu'il y a cette espèce de logique où on dit le personnage de Sam Neill, c'est un privé cynique qui ne croit en rien, etc., etc. Donc c'est Carpenter et tout. Mais en fait, c'est le seul qui ne bascule pas dans la folie. C'est le seul qui attend la fin, en fait, si tu veux, littéralement, pour basculer dans la folie, et qui est le plus pragmatique de tous, en fait. C'est le seul qu'on pouvait vraiment mettre en face de cette problématique fantastique, quoi. Mais comme la plupart de ces personnages principaux, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que déjà la plupart de ces personnages principaux sont des blue-collar guys, enfin clairement, si on prend des prolos, si on prend Snake Plissken, c'est son cas, si on prend en effet le personnage de Sam Neill, etc. Enfin, vraiment, la plupart même pas, je dirais tous, la totalité sont des prolos. Pas de Chevy Chase dans les... Oui, non, voilà, mais justement, il se fout de sa gueule. Mais Jack Burton... Mais Jack Burton, c'est un bon prolo. Hein. Michael Myers, c'est un prolo, il a un bleu de travail. Non, mais ce qui est intéressant, par exemple... C'est un mec qui bosse. bosse. Ce qui est intéressant dans Halloween, justement, c'est que le personnage de Laurie, c'est que... ok, on peut la voir comme l'héroïne virginale, etc. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, encore une fois, on est dans cette histoire de prolo. C'est-à-dire que c'est une fille, c'est la seule qui travaille, là, elle est en train de faire du babysitting pendant que toutes ses potes elles sont en train de s'amuser à Halloween, et donc c'est la seule qui s'en sortira. Enfin, donc c'est ça qui est un petit peu intéressant, c'est qu'à chaque fois il explique que ces gens-là, ces gens qui font partie du peuple, ces gens qui sont des émanations du peuple, qui ressemblent au peuple, c'est eux qui voient en premier ces espèces de Cassandre, c'est eux qui voient en premier les problématiques qui les entourent. Et par exemple, évidemment, le personnage de Zélie, d'Invasion Los Angeles, c'est quand même un mec, c'est un vrai prolo qui est juste, il voit littéralement, il voit le problème avant tout le monde grâce à ses super lunettes. Mais en soi, logique révolutionnaire. Mais c'était voilà, et clairement, il est en train de nous dire la raison vient du peuple. Le peuple saura voir en premier ce qui déconne. Et je trouve que c'est ça qui est toujours très fascinant chez lui. Et évidemment, clairement, il s'identifie. Évidemment, clairement, il parle de lui. Mais en même temps, il prend jamais un air supérieur par rapport à ça. Il dit non, moi je viens de ces gens-là et on est bien plus malin que ce que vous voulez bien croire. Bien sûr qu'on va voir où sont les problèmes. Et c'est ça qui est toujours, je trouve très fort dans ces personnages. Ce qui fait aussi qu'on a un fort attachement à eux parce que on se sent pas dominé par eux. On se sent à l'égal de ces personnages. On se sent aussi vénère qu'eux. Donc, c'est, je trouve, une des grandes forces de Carpenter, et c'est quelque chose qu'on retrouve encore maintenant, clairement, encore maintenant. Et d'ailleurs, dans la dimension morale et politique de son œuvre, c'est en ça, enfin, moi je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que je trouve que
ça serait le cinéaste le plus proche de ce qu'est Stephen King dans la littérature. C'est-à-dire vraiment d'avoir à la fois un respect, enfin je sais pas si respect est le meilleur mot, mais en tout cas de traiter le genre tel qu'il doit être traité, enfin voilà, en respectant ses codes, avec dévotion, tout en méprisé. Non, mais pas, alors en plus, mais tout en en ne se cachant pas en se privant pas de noyauter le truc de sa pensée, quoi. Et de porter un vrai discours politique fort, œuvre après œuvre, et avec... enfin, voilà, il n'y a rien à foutre de quoi que ce soit. Lui, il peut un peu plus se le permettre aussi, c'est ça le truc avec Stephen King et que Carpenter. Et puis après, moi, je pense qu'il y a aussi une approche, c'est-à-dire Stephen King, pour le coup... C'est plus risqué de faire des films à sous-texte politique que des romans, parce que t'embarques du monde dans l'aventure. Voilà, et l'autre truc aussi, c'est que dans l'absolu, Stephen King, il a vraiment réussi. Je veux dire, un mec comme Carpenter, il se considère comme un clochard. Hein. Oui. Il ne comprend toujours pas pourquoi aujourd'hui, en fait, ces films-là se sont fait chier sur la gueule. Moi, je l'ai interviewé 2 fois. C'est compliqué, il est compliqué à interviewer Carpenter parce qu'il en a rien à foutre, tu vois, vraiment de rien. Et moi, ça me dérange pas parce que c'est pour ça que j'aime le mec, en fait. Donc le truc, c'est que quand il m'envoie plus ou moins chier, on va dire, mais comme il le fait avec toutes les interviews que j'ai pu voir, en fait, ces 15 dernières années, bah tu te dis c'est cohérent en fait, c'est cohérent avec le personnage, quoi. Surtout il est assez drôle, c'est-à-dire que quand on lui dit qu'est-ce que vous pensez du fait que vous avez laissé un fort héritage et que beaucoup de jeunes cinéastes s'en inspirent, il fait c'est génial, mais s'il pouvait me filer quelques dollars ça serait mieux. Enfin, mais c'est pas si ironique que ça là pour le coup. C'est pas une blague, ça c'est son côté américain et pour le coup il le dit, mais vous savez moi je suis aussi un capitaliste parce que j'ai grandi dans cette logique là. Mais tu vois c'est un des trucs où parce que justement il a cette forte personnalité, mais je me rappelle qu'il y a pas mal de gens qui reprochaient à Carpenter d'avoir accepté de céder les droits pour The Fog pour faire un remake de merde, pour Assaut, pour tous ces films-là. Mais fondamentalement, en fait, je comprends pas ce qu'on lui reproche à ce moment-là, dans le sens où, bon, déjà, il a toujours plus ou moins annoncé la couleur. Hein, c'est peut-être la seule dualité. Encore, moi, j'en vois pas vraiment une. Hein, je vois ça juste comme un mec qui est né aux États-Unis, qui vit en fait dans une société, dans un système aussi dans lequel il est tributaire, quoi. Donc, c'est un Américain, quoi. Et le deuxième truc, c'est que les films originaux, ils disaient putain, mais qui se rappelle du remake The Fog, quoi. Qui se rappelle de ce film, quoi. Je veux dire, il y avait le mec de Smallville dedans, Tom Welling. Moi, je l'ai pas vu, hein. Moi, je l'ai vu, j'ai fait la critique à l'époque, tu vois. Donc, le truc, c'est que. Mais voilà, et c'est avec des fantômes directement issus du Seigneur des Anneaux, du Retour du Roi, tu vois. Et c'est des films, en fait. Oui, c'est des films. Moi, je trouve ça normal d'essayer de raconter l'histoire de The Fog parce que c'est une très belle histoire. Oui. Moi, je comprends, en fait. C'est d'ailleurs un des trucs, parce qu'on a parlé un peu de western, de trucs comme ça, parce qu'on dit souvent les films de Carpenter. C'est des westerns déguisés, etc., etc. Oui, il y a cet aspect-là, c'est vrai. Pour beaucoup d'entre eux, mais c'est aussi des putains de films fantastiques et qui portent, voilà, comme disait Perrine au début, là, quand elle disait, voilà, c'est des films d'ambiance. Déjà, rien que l'ambiance en soi, effectivement, elle garantit l'aspect fantastique. Mais en plus, même des films comme Assaut, fondamentalement, qui ne le sont pas, a une dimension fantastique par la façon de représenter la menace. Dès le départ, on a ce plan et la musique, et tout de suite, on est dans une ambiance qui fait flipper, et on sait même pas pourquoi encore. Et le fantastique, pour le coup, très européen, qui est celui où on ne voit pas le monstre. Voilà, sauf dans The Thing. Voilà, effectivement. Et même dans Land de la Folie, tout ça, on les voit. Mais le truc, c'est que dans l'absolu, ce que je veux dire, en fait, c'est que cet aspect ultra fantastique, en fait, cette représentation assumée du fantastique, et là, je rejoins effectivement David quand il parle de Stephen King, c'est-à-dire cette idée d'assumer totalement cet héritage-là avec lequel il a grandi. En fait, il y a peu de cinéastes, en fait. Moi, je trouve qu'il le représente à ce point-là, en fait, qu'il le porte encore une fois en étendard et en assumant tous ces films-là, en fait. Moi, je trouve ça dommage qu'il ait jamais vraiment fait un western, en tout cas dans sa période faste. Mais je pense en fait c'est presque un acte manqué, en fait. C'est-à-dire apparemment Jack Burton c'était censé être un western à la base et en fait il était en pleine période aussi où le western n'était pas super bien vu et donc le faire produire c'était pas si simple. C'était une période où le western était en désamour total auprès du public, donc il pouvait pas se faire financer ça. Mais oui et non, c'est-à-dire qu'en fait parce que dans les années 80 t'avais un petit peu une résurgence avec Silverado, les trucs comme ça. T'as clairement après Danse avec les loups, après Impitoyable et tout ça. Là, c'est plus tard. Ouais, mais dans les années 70-80 où il était presque à son pic, c'était impossible à financer. Il y avait un vrai désamour du western. Oui. Mais le truc en tout cas, c'est que je pense qu'il y a aussi cette logique-là de dire, à mon avis, je fais des films éminemment fantastiques
Et quelque part, il est resté dans son créneau et il est moi je pense, le meilleur dans son créneau en fait, vraiment quoi. Donc c'est un maître du fantastique plutôt qu'un master of horror. Le meilleur pour le créneau, c'est Christine. Et on va s'arrêter sur ça. Voilà. On va s'arrêter sur ça parce que c'était très belle la chute. plus belle intervention qui est bien de garée. toute l'émission. C'était magnifique, mais oui, on va s'arrêter là-dessus parce que ça fait bien 1 heure qu'on parle et il fait 254 degrés dans ce studio et Alexandre Arbaud est décédé à l'instant. Voilà, notre temps est écoulé. Merci à tous les 4. Merci à John Carpenter, évidemment. Merci à Julie la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions et le programme des prochaines. Et puis on vous dit à très vite. Binge.